J'ai remercié Paul pour cette deuxième invitation à Toulouse et j'ai précisé qu'on va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis 8 ans en biologie du développement et qui ont changé un petit peu la teneur de mon discours par rapport à la dernière fois. Et on va donc parler de développement embryonnaire et je vous apprendrai pendant cette conférence qu'entre 85 et 2005 à peu près, avec la révolution de la génétique moléculaire et en particulier avec la possibilité de cloner les gènes, c'est-à-dire d'isoler le fragment d'ADN qui leur correspond, de le multiplier, de l'amplifier in vitro et d'en faire plein de choses, et aussi de séquencer des génomes entiers, c'est-à-dire de séquencer l'ensemble des gènes d'un organisme, eh bien, je pense que les principes fondamentaux du développement embryonnaire sont très bien éclairés maintenant et ont été en partie, mais peut-être en grande partie, élucidés, les principes, hein, pas les principes. Donc, au cours de ces années, peut-être la plus grande surprise fut de constater que des organismes aussi différents que le ver, la drosophile ou nous-mêmes, nous utilisons les mêmes gènes pour faire notre développement. Et c'est très étonnant, et en fait, les évolutionnistes, dès le milieu du 19e siècle, nous disent qu'entre la mouche et la souris ou l'homme, il y a un ancêtre commun, fort lointain certes, mais ancêtre commun. Et l'hypothèse, c'est que c'est ceci qui explique qu'on utilise les mêmes gènes. Et dans ce cas-là, le fil conducteur pour comprendre le développement, c'est à tous les coups l'évolution. Et nous verrons qu'une des clés de l'émergence des développements, ce fut probablement l'apparition des communications entre cellules, c'est-à-dire des échanges de molécules informationnelles entre les cellules. Ces communications entre cellules sont à l'origine de la complexification des développements, mais aussi de la complexification du réseau génétique de régulation. Et on va voir ce que c'est dans un instant. Donc, l'analyse des processus de développement a complètement renouvelé la génétique et actuellement, on ne considère plus les gènes, les protéines individuellement, mais les gènes, les protéines dans les systèmes d'interaction, les systèmes de régulation lesquels constituent. Eh bien, on va parler de tout cela dans l'optique d'essayer de comprendre un petit peu la fabrication d'un organisme. Et tout d'abord, je vais présenter un peu ce qu'est le développement en prenant des exemples sur 3 organismes très étudiés dans le laboratoire. Alors, le premier organisme, c'est le représentant actuel de l'ancêtre de tous les chordés, c'est-à-dire essentiellement les vertébrés, donc les poissons, les oiseaux, les mammifères, etc. Et il s'appelle l'Amphlopsus, et voici ici le film des quelques premières heures de son développement. Non, ça n'est. Hop. Voilà, alors ça démarre d'une cellule unique. Comme vous voyez, la cellule se divise très rapidement en 2, 4, 8, 16, 32, jusqu'à atteindre 1000 cellules. Et à ce moment-là, les cellules forment une sphère, comme vous voyez ici. Et l'un des hémisphères de cette sphère s'enfonce dans l'autre. Vous avez une ouverture ici qui ne va pas se refermer complètement. Et donc, il va y avoir une cavité interne qui se forme. Et cette cavité interne, c'est la cavité gastrique. L'embryon, pendant ce temps-là, vous avez vu, s'est allongé. Et ça s'appelle la gastrulation. Et c'est une opération universelle de tous les développements des animaux. Le deuxième exemple,
c'est celui d'un insecte, la drosophile. On le prend à 3 heures après la fécondation, il y a déjà 1 millier de cellules dans l'œuf de la drosophile qui est d'emblée allongé. Et voilà ce qui se passe entre 3 et 10 heures. C'est de nouveau un film in vivo, comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Oh là, désolé. Beaucoup d'activités cellulaires, des divisions, des remaniements de territoire. Et voilà, c'est assez spectaculaire. Et on aboutit à la 10e heure, presque à la constitution de la première larve de la drosophile. Et je vous demande de mémoriser que cette larve est formée de segments thoraciques et abdominaux ici, d'une partie ici qui donnera la tête et d'une partie ici qui donnera la queue. Et les segments semblent être tous identiques les uns aux autres. Encore un autre exemple, parce que les films actuellement sont pris avec de plus en plus de précision et de beauté, c'est le crapaud. Et il est pris au début de la gastrulation. Le tissu ici superficiel s'enfonce à l'intérieur et ça forme une cavité comme tout à l'heure. Et ici en surface, vous voyez des remaniements encore de cellules qui correspondent au tube neural et au futur cerveau qui viennent de se former là. Et ça, c'est encore quelques heures et des milliers de cellules. Dernier exemple, c'est celui du poisson zébré. Alors on démarre, là il y a déjà 2 cellules, ça s'est divisé d'une fois, avec un œuf qui est beaucoup plus gros que les œufs de l'Amphioxus ou de la drosophile. Et voilà ce que ça donne pour les 15 premières heures. Alors, on va fermer un petit truc. Voilà. Désolé. Voilà, c'est parti. Les cellules se divisent dans une calotte, si vous le voyez. On atteint plusieurs milliers de cellules assez rapidement. À ce moment-là, va se produire un événement important qui est que ces cellules-là convergent vers l'axe de l'embryon. Et au fur et à mesure que l'axe s'allonge, on voit apparaître des organes. Ici l'œil, le cerveau, ici les muscles, ici la queue. Et ça, c'est le vitellus, les réserves nutritives. Alors, tout ce que vous venez de voir là, ça constitue ce que j'appellerais les opérations cellulaires, ce qu'on voit visuellement. C'est les opérations cellulaires de développement. Il y a comme vous avez vu, des migrations de cellules, des changements de forme de cellules, etc. C'est d'une extrême complexité et ça demande énormément d'informations à l'embryon pour les avoir. Vous avez peut-être remarqué aussi que ces développements sont très différents les uns des autres. Et ça, c'est assez curieux. On se demande même si on peut les comparer. C'est assez curieux parce que si on regarde les organismes qui sont produits, comme la souris et la drosophile, eh bien, ils ont quand même beaucoup d'homologie. La souris a un dos, un ventre, comme la drosophile. Elle a un avant, un arrière, comme la drosophile, et c'est pas banal. Il y a des organes bien individualisés, les yeux, les pattes, les ailes, etc. Et ces animaux ont une symétrie bilatérale. La droite ressemble à la gauche. C'est une image miroir. Eh bien, de nouveau, c'est les évolutionnistes du XIXe siècle qui nous disent que ces animaux-là ont un ancêtre commun. Et de nouveau, on va prendre ce soir l'hypothèse comme quoi c'est la cause de leur de toutes ces ressemblances-là. Donc on va suivre le développement avec une option d'introduire des éléments de l'évolution. Alors, la première question, c'est bien sûr de se demander, mais alors qu'est-ce que c'est que ces organes qui semblent être des unités fondamentales aux organismes? Eh bien, c'est assez simple. On regarde, par exemple, l'œil de la drosophile. Il est formé de matidies, et si on regarde les omatidies, on sait depuis très longtemps que c'est formé de cellules différentes
différenciées différentes. Ici, vous avez les cellules photoréceptrices, celles qui expriment une protéine particulière qui est la rhodoxine, qui capte les photons. Et si vous avez des cellules pigmentées, c'est la chambre noire de votre appareil photo pour que la captation des photons se fasse correctement. Et il y a d'autres types cellulaires. Alors les organes, et bien au final, ce sont des ensembles de types cellulaires. Et les organismes, au final, ce sont des organes, des ensembles d'organes. Et d'ailleurs, dans un organisme, à chaque fois qu'on trouve quelque chose, la première chose qu'on se demande, c'est quelle fonction est associée à cette quelque chose. Et donc, dans les organes, dans les organismes, il n'y a que des organes, comme c'est connu depuis les Grecs. Alors, quand donc, dans l'évolution, apparaissent les types de cellules différenciées et quand donc apparaissent les organes? Eh bien, ici, vous avez un film d'un des animaux les plus simples qui existent, qui s'appelle Trichoplaste. C'est un placozoaire. Il est formé de deux couches de cellules, une couche dorsale et une couche ventrale. La couche ventrale, elle est en blanc ici, et elle lui sert à manger. Et la couche dorsale, elle est un peu pigmentée, et c'est pour le protéger de la lumière. Eh bien, dans cet animal-là, il y a 5 ou 6 types cellulaires, qui sont des glandes, des cellules musculaires, mais il n'y a pas d'organes du tout. Donc les premiers animaux, les animaux les plus simples, parce que cet animal-là, dans l'arbre du vivant, vous voyez qu'il se place, ma flèche. Regardez ma flèche. Vous voyez? Et en haut? Qui s'est perdu? Incroyable. Bon, enfin, les placozoaires, vous voyez où ils se trouvent tout en bas. Et donc, ils n'ont pas d'organes. C'est vrai aussi les porifères, les éponges. Et c'est vrai. Ah, c'est au milieu ça. Y a-t-il un spécialiste dans la salle? Ah, mais il est là, il est là. Ah, il est là. Alors, tout ça, ce sont grosso modo des méduses. Et donc, entre les porifères et les méduses, il n'y a pas vraiment d'organes. Pour avoir les organes, il faut attendre d'être chez les bilatériens, les animaux qui ont une symétrie bilatérale, et encore pas tous, parce que les xénoacélomorphes, qui se trouvent ici, ils ont une symétrie bilatérale, mais n'ont pas d'organes. Ça, c'est un résultat récent, ça date de 1 ou 2 ans. Et c'est très très important, en fait on y reviendra peut-être. Donc eh bien, les vrais organes, ils apparaissent ici, donc pour tous ces animaux qui représentent 90% des animaux que vous connaissez quand même. Ceux-là, il n'y en a pas beaucoup par phylum. Et ces animaux-là, ben, il y a les insectes, bien sûr, les chordés, qui sont des classes majeures d'animaux. Donc il y a les 3 problèmes de développement. On va les prendre dans l'ordre d'apparition que nous dicte l'évolution. Ça va être d'essayer de comprendre comment se fait la différenciation cellulaire, ensuite d'essayer de comprendre comment se fait la formation des organes dans cet ordre-là, et ensuite d'essayer de comprendre comment les organes se positionnent dans l'organisme, parce qu'on va découvrir en analysant le deuxième point que c'est une opération distincte de celle de la formation des organes. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que dans le développement, eh ben, c'est l'ordre complètement inverse. C'est le positionnement des organes qui se fait en premier, dans un embryon qui ne sait absolument pas qu'il y aura des organes ni des tissus différenciés à ce moment-là. C'est la formation des organes qui se fait en second et la différenciation cellulaire qui apparaît en premier dans l'évolution et apparaît en dernier dans le développement. Alors, qu'est-ce que c'est que la différenciation cellulaire et qu'est-ce que c'est qu'une cellule différenciée? Mais ici, vous avez un système de différenciation in vitro qui a donné des cellules musculaires. Et les cellules musculaires, elles sont caractérisées par une protéine particulière majeure, qui fait que ce sont réellement des cellules musculaires. C'est la myosine. Par contre, les cellules nerveuses, obtenues aussi à partir de la même cellule souche indifférenciée, elles, leur
leur constituant fondamental, ce sont des canaux ioniques voltage dépendants qui les rendent excitables. Ici, vous avez des cellules pigmentées rétiniennes et ça va être la mélanine, etc., la kératine pour la peau. Alors, c'est quoi les protéines? Eh bien, les protéines, ce sont des macromolécules qui sont très très différentes les unes des autres. Voici 6 protéines différentes, elles ont des formes absolument invraisemblables, c'est la base même de la vie, mais elles sont formées, ces macromolécules, des mêmes 20 à 22 acides aminés. Et on sait depuis fort longtemps que à une protéine donnée correspond à un gène, que le gène c'est de l'ADN, et que l'ADN c'est une macromolécule formée des 4 bases puriques et pyrimidiques, ATGC. Alors le dogme fondamental de la biologie des années 50, 60, nous enseigne qu'il y a un gène sert à fabriquer une protéine et il y a un intermédiaire qui s'appelle l'ARN. Alors comment est-ce que ça se passe? Une petite animation. Ici vous voyez l'ADN, la double hélice. Ici vous voyez un énorme complexe macromoléculaire, il y a à peu près 80-85 protéines différentes. Et c'est lui qui va former l'ARN qui est en jaune à partir des bases du milieu. Alors voici un film qui vous montre la transcription à vitesse réelle dans les cellules. Voilà, c'est parti. Il y a 2 petites protéines qui sont fixées sur le début du gène. S'assemblent autour de cette protéine, donc à peu près 80-85 autres protéines qui ont des activités enzymatiques diverses et variées. Se produit ce petit événement-là qui libère le complexe multi-enzymatique, qui parcourt et lie l'ADN, voilà, et fabrique à partir des bases du milieu, synthétise chimiquement l'ARN. Ensuite, cet ARN est pris par un second énorme complexe multi-enzymatique qui va le traduire en protéines. Alors, on rentre à l'intérieur de ce complexe et on voit ça. On voit ces petites molécules qui se fixent sur 3 paires de bases, chacune sur 3 bases de l'ARN, et chacune reconnaît spécifiquement une séquence de 3 bases, et à l'autre extrémité, ici, se trouve un acide aminé, c'est jamais le même, enfin dans le choix des 22 possibles, et la liaison entre les acides aminés qui forment la macromolécule qu'on appelle la protéine, elle se fait à ce niveau-là. Si bien qu'on a une correspondance qui s'effectue entre la séquence de l'ARN et la séquence de la protéine grâce à ces molécules, ça s'appelle des ARNT. Alors si j'ai pris tout ce temps pour vous rappeler le fondement le dogme fondamental de la biologie, comme on l'a appelé pendant longtemps, je ne sais plus si ça s'appelle encore comme ça, c'est que dans le premier film, vous avez vu l'un des secrets de l'évolution. Et le revoilà. Non? Voilà. C'est ça. C'est tout. C'est le secret de l'évolution. Alors je vais vous en dire un peu plus. Ça, ici, c'est une protéine qui est fixée sur l'ADN. En fait, on sait maintenant que c'est un gros complexe, encore une fois, peut-être d'une vingtaine de protéines, mais il y en a une particulière, essentielle, c'est celle-ci, qui s'appelle un facteur de transcription. Et ce facteur de transcription, il reconnaît une séquence particulière sur l'ADN et il s'y fixe. Par exemple, dans la cellule musculaire, il y a un facteur de transcription qui s'appelle MyoD
qui se fixe sur une séquence qui est celle-ci. Et si vous avez aux alentours d'un gène cette séquence myodée, eh bien, le gène en question, par exemple la myosine, qui se trouve ici, va être transmis. Par contre, si vous n'avez pas myodé, parce que par exemple cette séquence-là n'existe pas autour du gène, le gène ne sera jamais exprimé dans les cellules musculaires. Et dans les cellules nerveuses, eh bien, on a un autre facteur de transcription qui s'appelle neurodé, qui reconnaît une autre séquence différente, qui se trouve aux alentours des gènes qu'il va exprimer. Et donc, par exemple, le gène qui code le canal ionique essentiel à sa fonction. Et le nerf n'exprime pas myodé, et le muscle n'exprime pas neurodé. Donc cette étape-là que vous venez voir, c'est l'étape d'activation des gènes, et cette activation est spécifique des types cellulaires, et cette spécificité, elle est due à ces facteurs de transcription et à ce petit événement que vous avez vu qui fait démarrer la transcription. Alors bien sûr, myodé ne contrôle pas un seul gène pour faire une cellule musculaire, mais toute une batterie de gènes. Alors on note ça comme ça. En rouge, vous avez le facteur de transcription. En vert, vous avez les gènes qui sont contrôlés par ce facteur de transcription. Et ça veut dire que c'est activé. Vous avez donc des batteries de gènes musculaires dans la cellule musculaire et des batteries de gènes neuronaux dans la cellule nerveuse. Alors, la beauté de cette chose-là, et qui fait que c'est quelque chose de fondamental dans l'évolution, c'est que cette séquence-là, elle n'a pas besoin d'être là, elle peut être n'importe où autour du gène, elle va fonctionner. C'est une séquence relativement courte, donc on imagine assez facilement qu'elles peuvent arriver dans l'évolution assez facilement. Et pour vous montrer à quel point c'est facile, d'ailleurs, une petite expérience que il y a eu des milliers au cours des années 80, on prend un fragment qui contient le gène, un fragment d'ADN qui contient le gène myodé, et on l'associe à un gène bactérien. Le gène bactérien, il rend les cellules bleues quand il est exprimé dans ces cellules-là. Donc on a maintenant myodé avec un gène bactérien, on le met dans une souris transgénique. Et ce qu'on voit, c'est que tous les muscles de la souris sont bleus, mais uniquement les muscles. Donc vous voyez la spécificité d'action de myodé dans l'embryon. Donc c'est l'explication des types cellulaires. Ça. Et alors qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien on a inclus dans la batterie de gènes myodés un gène bactérien, le gène bleu qui se trouve ici. C'est un phénomène qu'on appelle un phénomène d'annexion, de cooptation, et ça va revenir encore et encore au cours du développement. Ça permet aux batteries de gènes contrôlées par un facteur de transcription donné de s'enrichir, ou au contraire d'ailleurs, d'inhiber certains des facteurs. Alors, jusqu'où vont ces annexions et ces cooptions? Eh bien, considérons par exemple un deuxième facteur de transcription qu'on va appeler Y. Eh bien, Y, facteur de transcription, peut être contrôlé par un autre facteur de transcription X, pour peu qu'autour du gène qui code Y, on ait cette séquence-là que reconnaît X. Et ça s'écrit comme ça. X active Y. En général, dans les cellules différenciées, quand X active Y active X aussi. Pourquoi? Eh bien parce que les protéines sont des molécules qui ont une demi-vie, comme toutes les molécules d'ailleurs, une demi-vie relativement brève. Dans une cellule différenciée, on a besoin de la myosine en permanence pendant 100 ans. Et donc il faut que l'expression soit permanente. Si X c'est myodé et qu'il est activé par Y, eh bien, et si en plus X active Y, eh bien c'est permanent. Deuxième exemple, le gène facteur de transcription X peut être contrôlé par lui-même, X, pour peu que autour du gène
il y a la séquence de reconnaissance. Ça s'appelle l'autorégulation, et on la note comme ça. Alors ces deux, on voit que les arrangements des gènes entre eux via les facteurs de transcription donnent aux cellules des propriétés particulières. Ce sont des propriétés qui émergent de ces arrangements et n'existent pas avant, mais elles existent juste au moment où ces arrangements elles viennent de nulle part. Et les propriétés émergentes en biologie, comme d'ailleurs même en physique, c'est une importance absolument fondamentale. Alors, voilà, ça c'est les deux motifs, ça s'appelle une fonction mémoire, une autorégulation de gène sur lui-même, et ça s'appelle une double boucle de rétroaction. Dans les cellules différenciées, on a en général ce genre de choses. Vous voyez X et Y, il y a une double boucle de rétroaction, et puis il s'auto-active. Comme ça, on est vraiment sûr que ça va être exprimé d'une manière permanente. Alors ces deux facteurs de transcription, ils contrôlent les batteries de gènes, qui sont les batteries de gènes essentielles à la fonction musculaire, par exemple. Je pourrais vous faire le même topo avec une de la seconde propriété des facteurs de transcription, qui est qu'ils peuvent s'inhiber l'un l'autre. X peut inhiber Y, c'est noté comme ça dans les schémas qui permettent de comprendre les réseaux de régulation. Et vous voyez bien que ça c'est aussi quelque chose d'intéressant auquel est associé une fonction émergente, et cette fonction c'est la fonction Y. Parce que si X est exprimé, Y il est réprimé. Si Y est exprimé, X il est réprimé. Donc dans une cellule différentielle, vous pouvez trouver que X ou Y, jamais les deux ensemble. Et ça permet d'avoir des batteries de gènes qui sont bien spécifiques de chacun des types cellulaires qui ne vont pas se mélanger. Donc c'est aussi très important. Et ils s'autorégulent positivement en général aussi. Voilà, vous connaissez un petit peu mieux pourquoi une cellule musculaire est musculaire, une cellule nerveuse est nerveuse. Mais je dois ajouter quelque chose d'autre pour que vous compreniez vraiment bien ce qu'est la différenciation cellulaire qui mène au type cellulaire. Et c'est une chose qui a trait au niveau cellulaire. Parce que, finalement, dans l'embryon, à partir d'une cellule, on fabrique par division des territoires qui sont formés de cellules identiques. Eh bien, essayer de faire apparaître des facteurs de transcription dans seulement quelques cellules dans une colonie identique, va falloir vous poser un peu les ménages. Et en fait, je vais vous montrer comment ça se produit actuellement pour un certain nombre de cellules différenciées. Ça nécessite une communication entre les cellules. On va démarrer ici de cellules qui expriment d'une manière homogène X, mais X a la propriété de pouvoir inhiber X dans les cellules voisines, c'est cette flèche-là. Donc ça inhibe X ici, ça inhibe X ici, mais cette cellule-là, elle inhibe aussi X ici. Donc si vous commencez avec une colonie de cellules identiques comme ça, assez rapidement vous allez vous trouver dans cette situation où il y a une des deux cellules d'un couple qui a un tout petit peu moins de X que l'autre. Et alors le phénomène va s'emballer. Elle a moins de cellules, moins de X que l'autre, donc elle va moins inhiber cette cellule-là. Elle en a plus, elle va plus inhiber ça. Et on se retrouve avec deux cellules différentes. Et dans la colonie, on se retrouve avec ça. Donc vous créez, par la communication cellulaire, des cellules différentes. Et si c'était mieux d'être, eh bien vous auriez maintenant quelques cellules musculaires dans votre colonie. Avec ces deux ingrédients, les réseaux de régulation, les arrangements des gènes entre eux, qui vont correspondre au final dans cet exposé à un immense réseau de régulation qu'on a dans nos cellules. Avec les réseaux de régulation, les petits réseaux que je vous ai montrés, et puis cette communication entre cellules qui s'appelle, pour ceux qui sont intéressés, l'inhibition latérale, qui est quelque
fonctionnel, mais aussi dans le système nerveux central entre cellules. Donc l'inhibition latérale. Avec ces deux ingrédients, vous pouvez avoir des animaux comme les trichoplastes, les placozoaires ou les méduses, mais vous ne pouvez pas avoir d'organes. Donc là, on est à moins 600 millions d'années à peu près, et on va maintenant voir ce qu'il faut pour avoir des organes. Mais vous voyez quand même que cette communication entre cellules, elle est relativement simple. C'est pas un truc extraordinairement compliqué à mettre en place, et elle exploite une variation aléatoire de la quantité d'une protéine dans les cellules. Donc c'est vraiment quelque chose de minimal du point de vue des ingrédients que ça nécessite, avec une conséquence maximale pour les organismes. Donc on a vu la différenciation cellulaire, communication entre cellules, inhibition latérale, mais il y en a d'autres. J'ai pris ça comme exemple. C'est pas sûr que c'est ça qui a été inventé en premier au cours de l'évolution. En fait, on ne sait pas trop quel type de communication a été inventé en premier, mais on sait qu'il a été inventé. Et puis les arrangements de réseau, les batteries de gènes, un facteur de transcription de batterie de gènes, et puis ces petits arrangements de réseau auxquels correspondent des propriétés émergentes. Alors maintenant, on passe au deuxième point, la formation des organes. Et je vais parler un petit peu de l'œil de la drosophile et de la souris. Voilà l'œil de la drosophile, ça c'est la tête de la drosophile, et voilà l'œil avec les omotidies. L'histoire, elle commence à peu près à 1900, même exactement 1915 d'ailleurs, quand dans les stocks de drosophiles que les généticiens commençaient à l'époque à exploiter, notamment à Columbia University, pour étudier la base de la génétique, vraiment la base. Ils nous ont trouvé dans ces stocks des drosophiles de ce type. Voilà la tête de la drosophile et il n'y a pas d'œil. Et ça, c'est dû à une mutation unique. Dans les années 30 à peu près, on a trouvé le même type de mutation. Enfin, on a trouvé aussi chez la souris des mutations qui correspondent à une absence complète de l'œil dans la souris. Ça existe aussi chez l'homme. Et c'est aussi dû à une seule mutation. Bon, eh bien, ces observations n'ont pas eu grande importance. On a été, les gens ne se sont pas trop rendus compte de l'importance de cette observation, jusqu'à ce que justement on commence à pouvoir isoler les gènes, les séquencer et savoir un peu à quoi ils correspondent. Et donc l'histoire, elle a redémarré dans les années 90, en fait en 91, lorsque le gène de la souris qui aboutit à cette mutation-là a été cloné. Il s'appelle PAX6 et on a vu tout de suite qu'il s'agissait d'un facteur de transcription. Mais l'histoire n'a pas encore pris son vrai élan jusqu'à ce que Walter Gehring clone le gène d'un drosophile qui s'appelle EY et annonce que EY ressemble comme deux gouttes d'eau à PAX6. Alors là, par contre, ça a déclenché évidemment l'intérêt de tout le monde, parce qu'un seul gène, un gène unique qui est capable de déléter tout un organe et qui est le même chez les insectes qui sont éloignés depuis 600 millions d'années de la souris, ça commençait à faire beaucoup, on ne pouvait plus passer à côté de l'importance de cette observation. Mais Walter Gehring, lui, il a été encore plus loin pour essayer de comprendre le phénomène. Et il a fait la chose suivante. Là, c'est la larve de la drosophile telle que vous l'avez vue dans les films. Et dans cette larve-là, il y a des petits territoires, vous en voyez deux là, qui correspondent aux organes qui vont donner les organes chez l'adulte de la drosophile. Par exemple, celui en rouge, c'est celui de l'œil, c'est un petit territoire de l'œil, et donc il va donner l'œil. Celui à côté en blanc, là, il va donner les pattes. Ce qu'a fait Walter Gehring, il a forcé l'expression du gène EY, qui la délétion
donne une absence Dieu, il a fait s'exprimer ici le gène sauvage, hein, pas le gène muté, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, vous vous en doutez, je ne vous en parlerai pas, ça ne va pas donner un résultat extraordinaire. Il a vu des yeux sur les pattes de souris. Comme vous voyez ici, ça c'est un œil qui est absolument parfaitement constitué sur les pattes de la souris. Il a été encore un peu plus loin. Ici, vous avez un petit territoire qui correspond aux futures antennes chez la drosophile adulte. Et il a fait exprimer maintenant le gène de la souris dans ce petit territoire. Et qu'est-ce qu'il a vu? Voilà l'antenne ici, et bien des yeux sur les antennes de souris. Alors ces manipulations génétiques et ces résultats-là sont d'une extrême profondeur. On pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Je vais donner 2 ou 3 points, 2 ou 3 leçons de ces expériences simplement, mais c'est encore bien plus riche que ça. Le premier fait avéré maintenant, c'est que ces gènes, aussi intéressants soient-ils, PAX6 ou Y, il ne faut pas croire qu'ils codent, qu'ils ont l'information et qu'ils codent pour l'œil. Pourquoi? Eh bien parce que quand on met le gène de la souris dans les cellules qui vont donner l'antenne, on n'a pas un œil de souris, mais on a un œil de drosophile. Et d'ailleurs, c'est très général, un gène unique n'est jamais lié à une fonction complexe. On entend assez souvent à la radio le gène de l'intelligence, le gène des mathématiques, etc. Ça, ce sont vraiment des absurdités. Par contre, ce qui est clair, c'est que PAX6 ou Y est capable de déclencher à lui seul le développement de tout un organe. Il est en fait nécessaire et suffisant. Il est nécessaire parce que quand il est muté, il n'y a pas de Dieu. Il est suffisant parce que quand on met dans des cellules qui ne donneront jamais naturellement des yeux, ben on a des yeux. Ça, c'est quelque chose d'important. Et alors, comment est-ce que ça se peut? Eh bien, je vais vous donner la réponse en utilisant des arguments qui vont faire qu'elle est le plus rapide possible. Et on va regarder le profil d'expression de EY au cours du développement de la souris, de la drosophile. Voilà ce que ça donne. Première surprise, ça c'est un blastoderme, c'est-à-dire l'œuf de la drosophile comme vous l'avez vu au tout début du film. Quelques milliers de cellules qui forment une sphère. Eh bien, dès ce stade-là, EY est exprimé, l'expression elle est en violet là, est exprimée dans une toute petite, dans quelques cellules, dans la partie antérieure, la future partie antérieure de la drosophile. Et peut-être plus important encore, EY reste exprimé tout au long de la formation de l'œil. Ici, c'est une des étapes tardives de la formation de l'œil. Pareil pour la souris, ça commence à être exprimé très très tôt. Et comme vous pouvez le voir là, c'est exprimé jusqu'à la fin du processus, parce que ça, c'est les cellules rétiniennes, les photorécepteurs, celles qui expriment la rhodopsine. Et vous voyez, elles sont encore pleines de ce facteur de transcription PAX6. Et vous voyez aussi que les autres tissus de l'œil expriment aussi PAX6. Donc, clairement, ces gènes-là, ce ne sont pas des gènes qui font simplement d'enclencher un processus, ils participent à tous les niveaux à la formation de l'œil. Comment ça se peut un rapport aux interactions des facteurs de transcription entre elles? Mais je vous donne une forme schématique qui n'est pas la forme réelle, mais la forme réelle est en partie connue maintenant. PAX6 est un facteur de transcription. D'ailleurs, il s'auto-active. Donc le fait qu'il s'auto-active, c'est un bon signe qu'on en a besoin pendant longtemps. Et il active d'autres facteurs de transcription, X et Y, et X plus PAX6
active encore un autre facteur de transcription, et ça continue, il y en a bien plus que ça, jusqu'à ce que PAX6 et W active la rhodopsine, c'est-à-dire la caractéristique fondamentale d'une cellule de la vision, active la rhodopsine très tardivement dans le processus. Puis ça active aussi, bien sûr, des répresseurs. Hein. Et une activation de répresseur, ça peut conduire à une activation d'un gène. Ici, ça pourrait être le pigment des cellules pigmentées qui forment la chambre noire de l'appareil photo. Alors, avec ce genre de choses-là, ça c'est imaginaire, mais comme je vous dis, la cascade réelle est connue. Avec ce genre de choses-là, apparaissent encore des fonctions émergentes très importantes pour le développement, en particulier le temps d'activation d'un facteur de transcription, c'est à peu près une génération cellulaire. Et donc, dans ces conditions-là, on s'aperçoit que là, il va y avoir plusieurs générations cellulaires qui vont se succéder au cours du phénomène. Si bien que ces activations en cascade, on peut associer de la temporalité et de la séquentialité dans les événements. Il va y avoir des événements précoces dus à l'activation de X, intermédiaires dus à Z et tardifs dus à W. Et bien sûr, tout ça, ce sont des facteurs de transcription, donc ils activent aussi des batteries de gènes, et ce sont ces batteries de gènes qui sont sous le contrôle de X et Y qui font les opérations de développement. Alors, de nouveau, on va se retrouver avec le même problème que tout à l'heure. On a activé des gènes, mais on doit les activer dans des tissus différents. On va avoir un œil de souris, par exemple, ou même un œil de drosophile, parce qu'il y a plusieurs tissus impliqués dans tous les organes. Or, de nouveau, on démarre avec des colonies de cellules dérivées de cellules mères identiques. Et donc, de nouveau, on va vouloir créer de l'hétérogénéité. Eh bien, cette hétérogénéité nécessite encore des communications entre les cellules. L'inhibition latérale a sa place dans le phénomène, elle est utilisée, mais je vous en montre une autre ici pour vous montrer à quel point le vivant est varié. En fait, les communications entre cellules dans le développement, ça utilise 7 ou 8 voies de signalisation différentes. C'est pas énorme, on viendra peut-être sur ce paradoxe, mais en tout cas plus d'un. Alors en voici un. Dans cette colonie de cellules homogènes, on a des cellules qui vont se mettre à exprimer en grade, peut-être à cause de l'inhibition latérale. Et un grade, c'est un facteur de transcription qui active une molécule qui s'appelle Hedgehog, c'est du réel, ça, les noms, c'est ce nom-là. Et Hedgehog diffuse entre cellules et va se fixer sur un récepteur de la cellule voisine, ce qui va activer l'expression du gène Wingless. Alors ça se passe comment? Eh bien voilà Hedgehog, il trouve le récepteur, ça fait un changement dans la forme de la protéine qui fait que la petite autre protéine qui était blanche tout à l'heure devient rouge, elle est phosphorylée par exemple, ça c'est quelque chose que les protéines savent faire particulièrement, et ça va donner un facteur de transcription qui va aller modifier l'état d'activité de la cellule. À partir de ce moment-là, on a créé un territoire rouge dans le territoire bleu précédent. Mais il y a plus dans ce phénomène-là parce que c'est un exemple réel. Wingless, c'est aussi une molécule de communication entre les cellules. Eh bien, Wingless, elle va se fixer sur d'autres récepteurs des cellules voisines de celles qui la produisent. Et avec ça, on va avoir 2 autres nouveaux territoires. Et donc, en un tour de main, on se retrouve avec 5 territoires différents.
grâce à ces molécules-là. Alors ça s'appelle l'interaction inductive, et ces petites molécules de communication, dans le développement, ça s'appelle des morphogènes, c'est-à-dire des molécules qui créent la forme, quoi. Parce qu'à partir de ça, c'est un territoire, on a dit c'était le territoire dans lequel PAX6 est actif, eh bien on va pouvoir avoir 5 cascades d'activation différentes au PAX6 de ce type-là, mais toutes différentes, une cascade pour le bleu, une cascade pour le blanc, une cascade pour le rouge, etc. Et donc des fonctions différentes et des opérations cellulaires dans ces 5 territoires. Et bien avec ça, vous avez assez pour faire tous les organes de la Terre, avec ces deux choses-là, avec les cascades d'activation entre elles et avec la communication entre cellules par les morphogènes. Donc on a bien avancé. Il y a un truc quand même qu'il faut mentionner et qui est important, qui reste à expliquer dans les expériences de Walter Guérin, qui est mais pourquoi donc EY et PAX6 se ressemblent comme deux gouttes d'eau et au bout de 600 millions d'années ont gardé la même fonction, hein. On prend un gène de souris, on le met à un drosophile, ça fait un œil. Ça c'est absolument invraisemblable. Ça veut dire que ce que fait PAX6 dans la souris, il est capable de le faire aussi d'activer le programme génétique de la drosophile. C'est invraisemblable cette histoire. Alors pourquoi est-ce que ça se fait? L'idée est la suivante. Alors tout d'abord, je dirais que bon, c'est pas une histoire qui est uniquement celle de la drosophile et de la souris. Pour les yeux, il y a des yeux à peu près chez tous les animaux, hein, les méduses, là par contre les méduses, et peut-être même les placosauriens d'ailleurs. Mais les éponges, non. Mais les yeux, c'est tellement important que c'est tous les animaux. Il n'y a guère que les taupes qui n'ont pas d'yeux. Donc, quel que soit l'animal que vous considérez, depuis les cnidaires jusqu'aux cornets, si vous isolez des gènes qui ressemblent à EY et PAX6 et que vous les testez, vous apercevez qu'ils sont impliqués dans la formation de l'œil, de la méduse, de l'escargot, de tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment une conservation universelle du gène depuis les cnidaires. Alors l'idée, pour expliquer cela, c'est la suivante. C'est une idée qui est due à Walter Guérin encore une fois. Probablement dans des animaux comme les placosauriens, un gène qui est le gène ancestral à PAX6 à EY a contrôlé la rhodopsine, qui est la protéine essentielle pour capter les photons. Contrôler la rhodopsine, ça veut dire que le gène de la rhodopsine est contrôlé par le facteur de transcription qui s'appelle PAX6, comme on a vu dans la différenciation cellulaire. Et puis, autour de la cellule photoréceptrice, il y a une cellule pigmentée pour toujours des histoires de captation des photons. Alors ça, c'est l'œil le plus simple qu'on puisse imaginer. Et il y a des animaux qui ont des yeux aussi simples que ça. Ils ne nécessitent que 2 types cellulaires et ils ne nécessitent que des processus de différenciation. Mais bien sûr, pour arriver à notre œil à nous, il faut qu'il y ait des batteries de gènes qui se mettent à faire des opérations du développement, batteries de gènes qui sont contrôlées par un facteur de transcription. Alors, comment est-ce que ça peut se produire? Il faut bien que ces batteries de gènes soient exprimées dans des cellules qui sont déjà impliquées dans la vision. Et qu'est-ce que c'est le plus simple pour l'embryon? Il ne va pas aller chercher un autre facteur de transcription parce que ça va demander un nombre d'événements de cooptation important. Il se dit simplement, il y a déjà PAX6, et bien je mets Y, X sous le contrôle de PAX6. Comme ça, c'est exprimé au bon moment et au bon endroit dans l'embryon, et ça complexifie un tout petit peu l'œil.
Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible à cause de l'activation transcriptionnelle par les facteurs de transcription, l'activation transcriptionnelle à distance, ces petites choses-là. Il suffit que X, qu'aux alentours du gène qui code X, on ait une séquence qui soit reconnue par PAX6. C'est celle-là, c'est la vraie séquence, reconnue par PAX6. Et bien alors, la batterie de gène, elle vient sous contrôle de PAX6, et la batterie de gène est exprimée dans les bonnes cellules. Et hop, ça va vous faire un œil un tout petit peu plus compliqué. Et ça s'est produit encore et encore au cours du développement, au cours de l'évolution, pour arriver à des schémas énormément plus compliqués que ça, parce que PAX6 contrôle directement plusieurs centaines de gènes. Et avec les opérations de développement que ça implique, vous pouvez avoir un œil aussi compliqué que ça. Mais on appelle ça, et c'est très important à mon sens, l'évolution par intercalation. Pourquoi? Parce qu'on intercale des facteurs de transcription, des opérations de développement, tout ce que vous voulez, entre PAX6 et la rhodopsine. Parce qu'au fur et à mesure que vous intercalez ça, la rhodopsine est exprimée de plus en plus tardivement dans le développement, bien sûr. C'est l'étape finale. Et tout ça, c'est des étapes intermédiaires qui s'intercalent entre les deux. Eh bien, l'évolution par intercalation, c'est quelque chose qui simplifie énormément, bien sûr, l'évolution tout court, comme vous pouvez l'imaginer. Eh bien, les sédentérés, ils sont à peu près là, les cnidaires, les méduses, ceux qui sont en bas, enfin, les actuels, ils ont évolué autant que nous, mais enfin, ils sont apparus très très tôt au cours de l'évolution. Ils seraient à peu près par là. Et là, le système, il est déjà bloqué. Le plus simple pour compliquer l'histoire, c'est de jouer avec PAX6. C'est pas de faire intervenir un truc complètement nouveau. Et bien sûr, alors dans les insectes, c'est pareil, on démarre avec les mêmes séquences d'événements jusqu'au sédentéré, mais après, ça coopte, ça annexe d'autres facteurs de transcription qui font d'autres trucs, et par intercalation, on se retrouve avec l'œil de la drosophile qui est bien différent de notre ganoum. De nouveau, évolution par intercalation, mais dans l'histoire PAX6, il n'a pas bougé, il est resté un facteur de transcription banal. Et il ne peut pas bouger parce qu'il active, il reconnaît une séquence spécifique sur l'ADN, il ne peut que reconnaître ça, et ça fait une contrainte dans la structure de la protéine phénoménale. Donc ça ne peut plus bouger à ce moment-là. Et vous voyez comment on évolue d'un gène qui fait de la différenciation cellulaire, simple, à un gène qui fait du développement complexe. Alors ce type de gène assez extraordinaire, on les appelle parfois des gènes maîtres ou des gènes chefs d'orchestre, parce que comme vous le voyez, comme ils activent différents facteurs de transcription en fonction du temps, ça correspond un petit peu à un chef d'orchestre qui dirait au soliste de jouer, qui dirait au violon de s'arrêter, etc. etc. Mais la symphonie, hein, c'est plutôt du Berlioz qu'autre chose. Hein. Il y a 2000 participants, moins. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est une bonne comparaison. Un gène, chef d'orchestre ou un maître gène. Cependant, je tiens à préciser que c'est un facteur de transcription, comme vous et moi, tout à fait bête. Il est devenu chef d'orchestre de par sa position dans le réseau de régulation qui correspond à ça. Sa position est, il est activé en haut du processus, et il intervient à différents niveaux dans le processus. C'est ça qui lui donne sa caractère. C'est encore une fonction émergente. Mais lui, il n'a pas bougé depuis le début.
puisque vous pouvez mettre le gène de la souris dans la drosophile et ça vous donne des yeux. Il est resté un facteur de transcription banal. Il a acquis ses caractéristiques de par la position qu'il occupe dans le réseau génétique. Et vous commencez à voir que notre génome à nous, ce n'est pas des gènes isolés, bien sûr, c'est en fait un réseau d'interaction qui se fait par, entre autres, les facteurs de transcription. Il y a d'autres éléments là-dedans, mais on restera sur les facteurs de transcription aujourd'hui. Alors le dernier point, je vais essayer d'aller assez vite, il est clair que, vous avez vu, on peut avoir des yeux n'importe où. Pour peu qu'on mette EY exprimé dans les ailes, les pattes, les antennes, on a des yeux. Donc il y a un vrai problème pour le développement parce qu'on veut un œil ici et pas ailleurs. Eh bien, comment ce positionnement des organes se fait-il? Vous allez me dire, mais vous nous avez donné déjà toutes les informations, vous avez dit qu'il y avait des activateurs et des répresseurs. Il suffit juste d'activer dans ce petit territoire et d'inhiber partout ailleurs. Eh bien, vous avez raison. C'est aussi simple que ça. Alors, on va voir ça, non pas sur l'œil, mais avec un deuxième maître gène qui s'appelle distalless et qui est le maître gène de la formation des pattes chez la drosophile et qui est impliqué aussi chez nous pour les membres. Alors, distalless, dans la larve que je vous ai montrée au début de cet exposé-là, il est exprimé dans ces toutes petites régions-là des segments dits thoraciques T1, T2, T3. Et ici, vous voyez un pattern d'expression d'un autre gène, on va savoir ce que c'est tout de suite. Eh bien, l'histoire est la suivante. En fait, DLX est activé par un morphogène, Wingless, on en a entendu parler, avec John, Wingless, etc. Il est activé dans Wingless, et le profil d'expression de Wingless, là où le gène Wingless est produit, ce sont ces bandes-là dans les segments de la drosophile. Mais Wingless, vous voyez, il est dans tous les segments. Donc, on devrait avoir une activation d'hélice dans tous les segments. Et en plus, il est, selon un pattern transverse, qui est bien plus important que le point rouge qui correspond à son expression telle qu'on la voit dans la drosophile. Là encore, un stade très précoce, bien avant qu'il y ait des pattes. L'embryon ici, il ne sait même pas qu'il y aura des pattes un jour, et pourtant il y a le gène même qui est déjà là. Et bien alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas exprimé en bande? Simplement, voilà les bandes Wingless, parce qu'il y a un deuxième facteur qui intervient, qui est DTP, qui est aussi un morphogène, et qui lui inhibe distalless dans ces bandes transverses-là. Et donc ça inhibe distalless dans toute la partie dorsale de l'embryon. Il y a un deuxième système qui intervient pour la partie ventrale, ce serait le profil d'expression de ce gène-là qui se trouve là, et qui fait, il n'y en a pas en bas non plus. Et puis, à ce moment-là, il nous reste bien sûr de l'expression de distalless dans tous les segments. Et bien, encore un autre groupe de gènes, excusez-moi, qui s'appelle ultravithorax et abdominal A. Qui se trouve exprimé dans tous les segments abdominaux, mais pas dans les segments thoraciques. Et donc ça inhibe partout, sauf dans ces trois segments-là. Je reviens pour que vous compreniez bien la logique qui est assez simple. Donc on a Wingless, je reviens sur une autre forme à ça, Wingless exprimé dans les bandes transverses, dans tous les segments de la drosophile, T1, T2, thoracique, abdominal, 3. Il y en a 8 dans tous les abdominaux. Ça active DLX, qui est inhibé dans ces territoires dorsaux par DDP, inhibé dans ces territoires ventraux par SPI, et inhibé par ultravithorax et abdominal
dans tous les segments abdominaux, les 8 segments, j'en ai représenté 3 comme et donc on se retrouve avec une expression de Distalès uniquement dans ces 3 petits secteurs intestinaux. Alors très rapidement, encore une fois, qu'est-ce que c'est que tous ces gènes? Je vais en mentionner un, on va regarder simplement ce que sont les gènes du trapéthorax et abdominal. Ben, ce sont des gènes qui sont connus aussi depuis 1915, sont apparus spontanément dans les stocks de drosophiles. Et quand le trapéthorax est muté, on a une mouche à 4 ailes. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Et bien sûr, le 3e segment thoracique, en général, il y a des balanciers qui donnent ce sont ces petits organes-là. Et bien ce segment-là qui produit normalement les balanciers, il se met à produire les caractéristiques du segment T2 qui est juste au-dessus, qui produit les ailes. Donc on a disparition du segment T3 et apparition d'un 2e segment T2. Alors ces gènes-là, c'est pas comme PAX6 en 1915, ils étaient tellement frappants qu'ils ont fait brûler beaucoup d'encre jusqu'à ce qu'on comprenne le fonctionnement, mais énormément d'encre. Il y en a d'autres, outre du thorax, comme celui-là, que Walter Gery a étudié pendant longtemps et qui a été le premier gène homéotique cloné, si je ne m'abuse. Il s'appelle anténapédial parce que quand il est muté, ce gène-là, à la place des antennes, on se retrouve avec une patte sur la tête. Alors c'est vraiment encore n'importe quoi. Les généticiens parlent de changement d'identité des territoires dû à la mutation d'un gène unique, qui est un gène qu'ils appellent homéotique, à cause du changement d'identité, justement. C'est à première vue extrêmement différent des maîtres gènes, parce qu'avec les maîtres gènes, vous faites la mutation, vous avez la mutation, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, quoi. Mais ici, vous avez la mutation et vous voyez apparaître une autre identité. Donc, a priori, très différent. C'est les gènes homéotiques. Chez l'homme, ça s'appelle les gènes OX. Et je suppose que peut-être vous en avez entendu parler. Alors, la première bonne nouvelle dans l'histoire des gènes homéotiques pour nous, c'est encore Walter Gery qui l'a produit. Quand en 1983, il a isolé Anténapédia, je pense, et il a montré que les gènes homéotiques étaient tous des facteurs de transcription, et donc on est en terrain connu. Chez la souris, il y a 10 gènes homéotiques, et pour vous faire comprendre comment ça marche, est-ce qu'il y a une magie? Est-ce que c'est complètement différent de tout le reste? On va regarder à quoi correspond la larve dans laquelle on a muté les gènes en question qui sont impliqués dans le positionnement des organes, qui sont le trapéthorax, abdominal A et abdominal B. Et bien cette larve-là, c'est la larve normale avec tous les segments thoraciques et abdominaux qui sont différents. Ça se voit pas trop, mais croyez-moi, quand on les regarde à la loupe, ils sont tous différents. Et bien, quand ces 3 gènes-là sont mutés, on a le segment T1 qui est normal, le segment T2 qui est normal, mais tous les autres segments ont subi une transformation homéotique et ressemblent à T2. Donc cet animal-là, il devrait avoir, si vous avez bien suivi, des pattes tout le long du corps. Et là encore, c'est extraordinaire, et c'est pour ça qu'il y a ça fait couler beaucoup d'encre. On s'est demandé, est-ce que c'est les gènes de l'évolution, un truc comme ça, extraordinaire. On va essayer de comprendre la magie de ce truc bizarre extraordinaire en rajoutant dans ce triple mutant des gènes normaux, un à un. D'abord ultrapéthorax, et bien ça rend normal le segment T3 et A1, mais reste avec une mutation homéotique tous les autres segments. Et la mutation homéotique est la même dans tous les autres segments, elle va vers A1. On rajoute abdominal A, c'est un peu pareil. Il y a des segments qui redeviennent normaux, mais tous les segments caudaux subissent encore une transformation homéotique nouvelle. Maintenant, ils ont les caractéristiques
du segment A4. C'est seulement qu'on rajoute les 3 que la larve redevient normale. Alors bon, la magie, c'est quoi là-dedans? Mais on va regarder les profils d'expression de ces gènes-là. Ultravithorax s'exprime là, comme ça. Il démarre très antérieurement et il va très caudalement. Abdominal A, il démarre plus bas, mais il va aussi caudalement. Abdominal B, il démarre aussi plus bas et il va aussi tout à fait caudalement. Donc je pense que peut-être vous avez compris comment ça marche. Les profils d'expression des gènes se chevauchent. Et il y a donc des régions où ici, il n'y a que l'ultravithorax qui est exprimé. Ici, il y a les 2, et ici, il y a les 3. Donc on peut avoir comme hypothèse que ces gènes agissent en combinatoire. C'est une combinatoire de facteurs de transcription qui complexifie un peu les segments. Et combinatoire parce que leur profil d'expression de ce type-là, ça se chevauche partiellement. Alors allons-y, on va essayer de voir si ça marche. Dans le triple mutant, on n'a que des segments bleus, T2, comme vous vous souvenez. Eh bien ça doit être dû aux caractéristiques T2 qui sont dues à une tripotée de gènes de facteurs de transcription. Il y en a 4 là, A, B, C, D. Si on rajoute maintenant un gène, ben on rajoute, disons, un paquet de caractéristiques bleues. Et comme le paquet de caractéristiques bleues, il est rajouté selon le profil d'expression du gène, il est rajouté uniquement là-dedans. Donc celui-là, il reste rouge, mais ceux-là, ils vont être tous identiques, ils ont la même identité génétique A, B, C, D, E, ils vont tous être identiques bleus. On rajoute un autre, ben c'est pareil, celui-là va rester bleu, mais les 2 autres, ils vont être identiques marron, et puis avec le jaune, tout sera calme. Et donc ça marche très très bien. C'est la combinatoire qui nous fait cette chose-là. Et si on les retire, et ben on se retrouve de nouveau avec les mutations homéotiques, tous les segments bleus. Et en plus, ils sont bien positionnés à partir d'une position antérieure jusqu'à la position la plus caudale. Alors, à ce moment-là, vous réalisez que le gène E, là, eh ben, il a exactement les caractéristiques d'un maître gène. Un maître gène qui contrôle les caractéristiques bleues. Si je le retire, dans ce sens-là, si je le retire, je retire le paquet, l'expression du maître gène dans ces 3 trucs-là, et tous les autres, ils deviennent transformation homéotique, avec ce qui leur reste de facteurs de transcription. Alors vous allez me dire, oh, tout ça c'est un peu tard, discuter quand même. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'avoir un maître gène, puisqu'il s'agit d'une combinatoire de maître gène comme PAX6 par segment? Eh bien non, parce que si maintenant on a un maître gène par segment, pour le premier segment ça ne change rien, c'est ABCD. Mais si vous voulez fabriquer avec un seul maître gène le deuxième segment, il va vous falloir que E coopte A, B, C et D plus son paquet de caractéristiques propres. Donc il va y avoir la nécessité de au moins 4 cooptations, si c'est ceux-là qui sont cooptés. Et probablement plus, puisqu'on a vu là, ça peut aller jusqu'à 8 cooptations indépendantes par le même facteur de transcription E. Et ça va être encore pire pour le deuxième, puisque F va devoir aussi coopter tous ces gènes-là, en plus du paquet d'éléments qu'il apporte. Eh bien, voici la conclusion. Donc, quand on veut former une série d'éléments légèrement différents les uns des autres, il est clair que le plus simple, et toutes les modélisations le montrent, est de rajouter un facteur transcriptionnel à une combinatoire existante. Bon, ben voilà. Donc, il y a beaucoup de la magie des gènes OX qui disparaissent. Ce sont finalement des facteurs de transcription comme PAX6. Mais c'est quand même un système extraordinaire pour créer de la diversité de segments. Alors bon, il est très tard, je vais finir et je vais essayer de m'excuser de vous avoir fatigué les méninges avec les gènes homéotiques en vous donnant une petite
de récompense. Ces gènes homéotiques, ils sont importants non seulement pour la drosophile, c'est de la drosophile, des travaux, mais aussi pour tous les insectes et tous les arthropodes, mais aussi pour l'Amphioxus et tous les cordiers, et en fait pour tous les animaux à partir de l'ancêtre commun aux méduses et aux bilatériens, c'est-à-dire 99% des espèces animales sur Terre. Eh bien, ici, à ce niveau-là, dans l'ancêtre commun à quasiment tous les animaux, sauf les placosaures, nos petits animaux qui font que la différenciation cellulaire, ou les cténophores et les porifères, ils n'ont pas de locus ox. Le locus ox ancestral, on sait qu'il avait cette tête-là, cette gène, et il a été impliqué dans tous les phénomènes de l'évolution jusqu'à la drosophile, et on trouve les homologies parfaites entre l'ancestral et cette gène, à ce titre qu'ici il y a une duplication justement pour les gènes qui nous ont intéressés, ultra-thorax et abdominal. Et ces gènes-là, eh bien, ils servent à spécifier les territoires selon l'axe antéro-postérieur de la drosophile. Ceux-là, ils utilisent certains combinaisons VOX, et celles-là, ils utilisent d'autres combinaisons, exactement comme je vous ai montré dans les diapositives précédentes. Et chez les vertébrés, voilà les complexes OX. Il n'y en a pas un, en fait, il y en a 4, parce qu'il y a eu 2 duplications majeures du génome durant le passage entre l'Amphioxus, qui est un céphalocordé, et les vertébrés. L'Amphioxus n'est pas un vertébré. Il y a eu 2 duplications majeures du génome qui ont donné maintenant 4 locus OX. Et bien ces 4 locus OX dans la souris, ils font le même travail que dans les insectes. Ils spécifient des territoires le long de l'axe antéro-postérieur, depuis la nuque, pas de cerveau, pas la tête, depuis la nuque jusqu'à la partie la plus caudale de la souris. Et ils ont été cooptés dans les membres en plus. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus extraordinaire pour vous. Est-ce que c'est de savoir que vous êtes formé d'éléments répétés comme les vers et la drosophile, ou est-ce que c'est de savoir que la spécification de ces éléments répétés est faite de la même manière chez tous les animaux? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il y a quelque chose qui vous étonne. Mais ce que je sais, c'est que la grande diversité des formes passées et des formes actuelles des animaux est en grande partie, mais pas seulement, mais en partie, due à l'exploitation de ce système de spécification par combinatoire extrêmement simple et donc, pour l'évolution, extrêmement efficace. Bon, alors, il faudrait que je vous parle des autres, Wingless, Kisser et PDP, je ne le ferai pas. Je dirais simplement que Wingless, eh bien, on en connaît toute la cascade d'activation depuis l'œuf de la drosophile. C'est celle-ci. Ça a valu le prix Nobel à Lucien Vollard et Pichot. Toute cette cascade a été décrite. C'est des cascades d'activation. Et vous voyez, il y a plein de répressions aussi. Ça aboutit à un grade, et un grade, vous le savez, active Wingless qui va activer des LX. Mais maintenant, on a fait à peu près le tour du problème de positionnement des organes, et on s'est aperçu que ça faisait intervenir de nouveaux arrangements génétiques comme la combinatoire dans le locus OX. Et bien maintenant, je vais vous faire le développement en une seconde dans le bon sens, puisqu'on a pris le sens de l'évolution qui est le sens contraire. On démarre avec une cellule œuf, on fait des divisions, tout plein de divisions. En général, l'œuf est hétérogène, vous voyez ces hétérogénéités-là, et ces hétérogénéités-là, ils ont à voir avec des facteurs de transcription. Elles s'égrègent au cours des divisions. Il y en a une qui se retrouve dans une cellule, une autre dans d'autres cellules. Ça nous crée des différences entre les territoires, et ça nous donne donc déjà des différences entre les territoires.
bientôt au cours du développement, auxquelles s'ajoutent les différences entre les territoires dues aux communications entre cellules. Et à chaque territoire correspond une certaine combinaison de facteurs de transcription, comme ici, toujours différente d'un territoire à un autre, qui donne la possibilité de faire de nouvelles interactions entre cellules, jusqu'à l'activation des maîtres gènes dans les territoires répétés, dont le locus OX, et dans les organes, de cette manière-là. Vous voyez bien que ce qui fait la dynamique du développement, en fait, c'est ça. Ce sont ces communications entre cellules qui font qu'une molécule qui diffuse est interprétée par les cellules d'un point de vue génétique par activation de gènes qui vont complexifier le réseau, qui vont permettre au réseau génétique de se complexifier. Et tout cela est rendu possible à cause de l'activation transcriptionnelle à distance par ces petits facteurs qui tapent sur l'ARN polymérase et donnent une spécificité au processus de transcription. Alors, dans notre génome, on a à peu près 2500 facteurs de transcription. Chacun de ces facteurs peut être à l'état actif ou inactif. Ça vous donne 2 à la puissance 2500 possibilités d'état d'activité de notre réseau génétique. Et si je ne m'abuse, ça fait 10 à la puissance 600, 10 suivi de 600 zéros. Le nombre de molécules dans l'univers, c'est 10 puissance 80, si je ne m'abuse, donc on est infiniment plus. Et le nombre d'espaces Calabi-Yau, pour ceux qui connaissent la mécanique quantique et la théorie des corps, c'est 10 puissance 500. C'est l'infini. Pour les mathématiciens, c'est l'infini. Et donc, eh bien, vous et moi, on est une toute petite fraction d'état de transcription, quelques peut-être centaines ou milliers, parmi ces 10 puissance 500 possibles. Et donc on est une toute petite fraction dans une infinité des possibles. Voilà, je terminerai là-dessus. Mais pendant les questions, si jamais il y en a, je vous montre un dernier film qui veut vous montrer les opérations de développement zébraphique, c'est le poisson zébré, qui aboutissent à la formation de ces unités répétées là. C'est quand même important en biologie. C'est connu depuis longtemps, mais maintenant c'est filmé en 3D avec les nouvelles méthodes. Il y a 5 ans, on était incapable d'avoir des films comme ça. Donc ça, c'est le développement du poisson zèbre. Et vous voyez tout plein d'opérations, et puis jaillit de nulle part ces éléments à répéter que les génomes vont spécifier. Vous les voyez, là, c'est les solides, ça c'est le tube neural. Et puis voilà, ça va donner les muscles, les vertèbres, les côtes et tout ça. Et ça fait que vous avez quand même mal au dos de temps en temps. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Renouveler leur adhésion, il y a des papiers qui sont ici en instance pour ça. Voilà. Vous m'avez entendu? Non. Je dis que s'il y a des gens qui veulent renouveler leur adhésion, il y a ici des papiers qui pourront prendre, qui pourront remplir pour le faire. Voilà. Je suis au fond.
Et je suis donc un membre associant charmé par toutes ces conférences, ce qui me permet d'en poser une question qui peut-être va vous surprendre, mais dans toute cette parentèle que vous nous avez montrée, où est le blob? Et comment se fait-il qu'on ait un machin aussi bizarre que le blob, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi d'évolution, semble-t-il, Oui, jusqu'à aujourd'hui? Dis donc. Le blob. C'est quoi ça? C'est une conférence qui a animé 2 heures de sujet ici. C'est-à-dire un être monocellulaire et qui a méprisé toutes les solutions que vous avez montrées. Je chercherai à comprendre la cohérence entre l'existence du blob et toutes ces magnifiques... Pourquoi ça évolue pas, c'est ça? Oui, il y a des tas de trucs qui ont assez peu évolué. Par exemple, nous, on est tous dérivés de coanoflagellés. Ça a donné les éponges. C'est un protisme. Il y en a plein partout. Vous allez dans une mare en ce moment, vous verrez des protistes, des cellules, des eucaryotes qui ont assez peu évolué, qui n'ont jamais inventé la différenciation cellulaire, qui n'ont jamais inventé les organes. Alors peut-être que pour répondre vraiment à votre question, je vais montrer une diapo que j'avais en réserve, justement, si jamais. C'est celle-ci. Alors elle est un peu compliquée. Bon, vous voyez, ça c'est l'évolution. On démarre des coanoflagellés, et dans les coanoflagellés, on a un mode d'activation transcriptionnelle qui n'est pas du tout une activation distale, dont je vous ai montré là, le truc qui vient taper. On a une activation proximale. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile pour l'évolution à manipuler les génomes avec une activation proximale sans la boucle, je dis rien comme ça, parce qu'il y a des contraintes. Et ça, cette activation distale, elle apparaît justement au moment où les porifères apparaissent. Et puis il y a encore un autre truc, les interactions cellulaires complètes, elles apparaissent dans l'ancêtre commun, aux éponges et à tous les animaux. Et il y a encore un truc plus extraordinaire qui a été montré il y a très peu de temps, 1 an ou 2, qui est que le phénomène en boucle là que je vous ai montré, il est particulièrement élaboré à partir des bilatériens, de certains des bilatériens, tout ceci, à ce niveau-là, dans l'ancêtre commun de ce qu'on appelle maintenant les néphrozoaires, aussi depuis à peu près 1 an, parce que la classification, l'arbre du vivant a changé avec le séquençage des génomes, et celui-ci, je pense, est à peu près définitif, et ça a fait beaucoup de bouleversements, mais on s'est aperçu alors que l'activation à distance comme ça, elle est apparue ici, elle n'est jamais apparue dans votre blog, je ne sais pas quoi. Elle n'existe pas chez les coanoflagellés, elle n'existe pas chez les protistes, elle n'existe probablement même pas chez les plantes. Donc pourquoi? Eh bien parce que dans la continuité des êtres dont nous sommes issus, il y a eu ces phénomènes-là qui sont produits à un moment donné, et il y a des phénomènes qui sont produits probablement dont la probabilité est très très faible, mais si ça a un avortage sélectif, c'est conservé immédiatement et exploité. Ce serait ma réponse. Merci beaucoup, impressionnant. Je voudrais savoir comment se situent les problèmes de méthylation et acétylation dans le processus du développement par rapport à votre exposé. Bon, j'ai beaucoup simplifié, je ne vais pas parler de la chromatique. On commence à parler de la chromatique avec CTCF, parce que ça c'est le truc qui fait la boucle et qui est impliqué dans la structure de la chromatine aussi, c'est la connectine et tout ça. Par là-dessus, les méthylations, les acétylations, les histones et tout ça, c'est toute la partie épigénétique qui fait que le génome d'une cellule différenciée, il se bloque en général, il se bloque complètement pour n'exprimer que les fonctions musculaires et tout ça. Tout ce qui n'est pas exprimé, ça devient méthylé et tout ça. Mais je rentre là, ce sera un séminaire aussi extraordinaire, mais
raconter dans une conférence grand public. Il faudra aller beaucoup plus dans les détails. On peut le faire, si vous voulez. Est-ce que tu es là? Juste d'où vient l'information de géométrie et aussi de nombre d'instances. Pourquoi est-ce que la drosophile attend d'anneaux et pourquoi est-ce que entre la géométrie finale de l'organisme, La géométrie de l'organisme, c'est toujours linéaire ou bien il y a des choses plus compliquées que juste l'alignement? la géométrie, c'est de la combinatoire de votre signalisation. Qui crée des lignes territoires dans lesquelles se passe. Mais alors là, je fais comme si on connaissait le développement par cœur. Non, il y en a encore pour, je ne sais pas, moi, peut-être 100 ans. Bien que maintenant, la plupart des manipulations qu'on faisait dans les années 80, elles sont faites par des machines. Et là, il nous fallait un postdoc. Nous, à l'époque, c'était nous. Les postdocs pour faire un truc. Maintenant, vous en avez 200 000 tous les jours. Donc ça, c'est beaucoup accéléré. Mais malgré toute cette dynamique qui crée des formes aussi complexes que ça, à n'en pas douter, c'est des combinatoires de voies de signalisation, et en fait de 7 voies de signalisation uniquement, mais je ne pense pas qu'on soit capable actuellement de modéliser la forme d'une vertèbre. On n'est pas capable. On n'a pas assez d'informations embryologiques et sur les gènes exprimés pour ça. On n'a pas encore assez d'informations. Mais il y a un article qui est paru il y a 2-3 mois, je crois, sur la drosophile, où ils ont le transcriptome de toutes les cellules de la drosophile au stade que je vous ai montré dans le film, c'est-à-dire où les segments sont identiques. Ils ont fait tout le transcriptome de toutes les cellules individuelles et ils ont modélisé ça. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que des gènes avec des patterns extrêmement beaux, des formes géométriques, eh ben, il y en a pour 25 ans pour les analyser, rien qu'avec cette manipulation-là qui a pris 2 ans et qui aurait pris 1 milliard d'années en 1980. Non, est-ce que vous pouvez nous envoyer le titre d'un ouvrage qui nous fasse un peu notre... Alors, je peux déjà, je parle pour moi. Je peux vous donner un lien. Alors, cette conférence a été YouTubée quand je l'ai donnée à Banyuls il y a 6 mois. Elle a été un peu améliorée ce soir. Mais l'essentiel, vous le retrouverez là-dedans si vous pouvez. J'essaye moi-même d'écrire un livre, mais je pense qu'une synthèse comme ça, pour un peu le grand public, enfin quand même avec un background scientifique un peu, ça n'existe pas. J'essaie d'écrire le truc. Mais bon, voilà. Pendant ce temps, peut-être que quelqu'un veut. Bon, le nom, c'est pas la peine. Si vous faites fabrication d'un organisme, là, vous tombez dessus. Bon, mais d'autres livres de synthèse de ce type-là, ça n'existe pas, mais il y en a plein de très bons livres sur l'évolution et le développement. Je peux vous envoyer un listing, si vous voulez, de ce qui est... Mais de récent, il n'y a pas grand-chose. La synthèse reste encore à être écrite.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a une nomenclature des gènes? Par exemple, quand vous allez trouver un nouveau gène qui est responsable de ceci et de cela, qui décide comment on va nommer ce gène-là et est-ce qu'il est partagé dans ce Là, vous avez vu que les jeunes, ils ont des noms absolument n'importe quoi. Ça s'appelle Hedgehog, ça s'appelle, je ne sais plus, Wingless. Bon, Wingless, bon, c'est assez. Et il y a des gènes qui s'appellent, souvent c'est avec le phénotype. C'est le type dans son laboratoire, il y a 50 ans, il donnait des noms, puis voilà. Et puis, c'est tout, c'est resté, ces noms-là sont restés, hein, si vous allez, les organismes, les génomes des organismes sont consultables par tout le monde. Vous allez dans un truc qui s'appelle Ensemble, vous aurez le génome de placozoaires, de méduses, de l'homme, de 50 chats, parce que là, ça va ce qui va, et vous pouvez taper les trucs, les noms, et vous verrez. Mais ces noms-là sont restés. Et puis, c'est souvent des noms qui sont liés à la découverte du gène en question. Myoté, par exemple, on voit bien que ça a à voir avec le mus. C'est Weintraub qui l'a nommé comme ça. T, parce que c'est A, B, C, D, c'est le 5e qu'il avait cloné et qui était bon, le 4. C'est ça. C'est pas aussi en astronomie. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est la genèse des noms. Question? Oui. Vous avez parlé au début d'êtres qui sont multicellulaires mais avec qui n'ont pas d'organes. Ouais. Trichoplaste. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que par exemple, on dit pour les algues, notamment, je crois qu'il n'y a pas de différence. Bon, les algues, c'est pas des animaux, mais. Oui, d'accord. Oui. Mais comment ça s'organise dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on arrive à voir? Parce qu'il y a bien quand même dans un être comme ça, il y a bien des parties différentes, il y a une peau, il y a quelque chose à l'intérieur. Comment ça peut s'organiser s'il n'y a pas. Par exemple, Trichoplaste, c'est celui que je vous ai présenté, c'est un des animaux les plus simples. Il a une couche de cellules différenciées dorsales. Les cellules se tiennent entre elles. Ça veut dire qu'il y a des molécules qui collent les cellules les unes aux autres. Donc c'est un multicellulaire. La multicellularité, elle a été inventée plein de fois pour de l'évolution, pour les plantes, pour les animaux 50 fois. Les choanoflagellés, ils s'agrègent un peu entre eux. Ça leur donne une cohésion, ça donne un tissu. Ils se mettent à sécréter un truc qui les protège. Et puis le placozoaire, c'est l'un des plus simples, donc probablement il ne fait pas beaucoup plus que la gastrulation de l'amphioxus que je vous ai montré. C'est une sphère, elle se met dedans. Les cellules ventrales vont acquérir des propriétés qui permettent de bouffer les diatomées, les machins comme ça. Les dorsales, elles vont être un peu pigmentées pour les protéger des UV et tout ça. Et ça tient par les molécules d'adhésion qu'on trouve chez les protistes. Tout ce qui ça adhère entre eux, ça a des molécules d'adhésion, c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Ces propriétés qui se développent entre les cellules internes et les externes. Et celles-là, c'est dommage, j'ai plus le truc. Celles-là, elles font pas l'activation à distance, et ces trucs-là, elles n'ont pas évolué. Elles ont été jusqu'à un stade qui est quand même pas mal, hein, parce que le vrai mystère, l'incroyable, c'est la cellule unique d'où tous les animaux sont dérivés, parce que elle contient presque, en potentialité, elle contient toute la formation pour faire tout ce que je vous ai dit. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire avec le séquençage, bien sûr, ça a été séquencé, ces protistes qui sont à la base des animaux. On retrouve les molécules, par exemple, la voie de signalisation wingless, wind, tout ça, elle est déjà là, mais elle sert à autre chose. Elle sert pour l'unicellulaire à capter des signaux de l'extérieur qui lui font qu'elle va bouffer une bactérie ou des choses comme ça. La voie de signalisation, elle est là, mais ce n'est pas des signaux qui reçoivent d'autres cellules, c'est des signaux
extérieure. Et ça a évolué, ces voies-là, les 7 importants, ça a évolué vers des voies de signalisation qui reconnaissent des signaux d'autres cellules. Et ça fait toute la différence. Et avec l'activation distale, ça fait toute la différence pour créer toutes les formes que vous voulez, qu'on voit actuellement et qu'on a vu dans le passé depuis l'explosion cambrienne il y a 500 millions d'années. Ça a explosé dans tous les sens. Mais juste sur ce lignage-là, le lignage gagnant, il y a un lignage gagnant et puis il y a des autres qui ne feront jamais pas grand-chose de plus que ce qu'elles faisaient au début, mais avec une cellule eucaryote invraisemblable, C'est pour ça que on dit souvent il y a de la vie, il y en a partout dans l'univers. Ça, franchement, les physiciens ils disent ça. Ils disent bon, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a 100 milliards de galaxies. Voilà, de la vie, il y en a partout. Il me semble qu'il faudrait être un tout petit peu précautionneux parce que c'est des histoires de probabilité. La probabilité de CTCF, la probabilité de tout ça, et les probabilités composées, on atteint vite 10 puissance 500. Hein. Vous avez vu avec les états d'activité de notre génome. Donc, François Jacob, qui pourtant avait une vision extraordinaire de tout, quand on lui demandait mais il y a de la vie partout, il dit c'est selon votre humeur du jour. Il ne savait pas répondre à la question. Et quand il ne savait pas répondre à la question, il disait c'est à votre goût personnel, mais franchement, pas si simple que ça. Quoi. Lorsqu'on présente l'ADN, il est souvent signalé qu'il y a de longues séquences qui ne sont pas utiles. Oui. Est-ce Pas utiles. Dont l'utilité n'est pas identifiée. Oui. Et est-ce que les facteurs de transcription que vous présentez résolvent cette question? Ça doit être, comme disait Niels Bohr, ce que je venais de dire, une vérité profonde. C'est-à-dire que c'est à la fois exact et c'est à la fois faux. Bon, Niels Bohr, c'est mécanique quantique, bon, le chat il est mort, il n'est pas mort en même temps. Et bien, les vérités profondes pour lui, c'est de ce type-là. Avec le génome, c'est pareil. Il y a de plus en plus de choses entre les parties codantes dans le génome qui sont décrites maintenant, qui sont des transcriptions d'ARN qui interviennent dans les phénomènes de régulation. Et notamment, il y a les longs RNA qui couvrent presque tout le génome, qui sont transcrits, dont on ne connaît pas la fonction, mais il y en a beaucoup qui cherchent la fonction. Donc, éventuellement, il y a à coup sûr, il y a beaucoup plus de séquences extrêmement importantes en dehors des gènes, et c'est certain que tous ces éléments-là d'activation à distance, ils ne sont pas dans les gènes, ils sont un peu n'importe où autour du gène, et ils peuvent être un peu n'importe où. Ça donne du sens à d'autres fragments d'ADN que l'ADN codant. Mais il faut voir aussi que il peut être extrêmement intéressant, justement pour l'activation à distance, d'avoir beaucoup d'ADN qui ne sert à rien, qui va muter un petit peu, et puis à un moment, vous allez avoir une séquence de reconnaissance de l'IOD, qui va aller activer le gène qui se trouve à 10 kb, c'est très loin de là. Donc ça peut avoir à voir avec ce qu'on appelle l'évolvabilité, quelque chose comme ça, qui est qu'on a plein d'ADN qui ne sert à rien, mais il sert à maintenir le potentiel évolutif de l'espèce dans laquelle il y a. Donc ce que vous dites, c'est à la fois vrai, il y a plein de séquences maintenant qu'on connaît comme étant importantes hors des gènes, mais c'est peut-être à la fois faux parce qu'il y a peut-être aussi une mer d'ADN qui a à voir avec l'évolvabilité des génomes. Et les génomes, ils sont plus ou moins évolvables suivant leur composition.
une question un peu parallèle. Votre conférence, en fait, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, nous amène à contredire toute croyance religieuse. Est-ce que la vie est le fruit du pur hasard ou d'une organisation supérieure que nous sommes en train de décrypter? L'arbre de la vie, là, l'évolution, tout ça, c'est des faits qui ne me semblent pas pouvoir être mis en doute. Donc le fait que les êtres évoluent est absolument... bon, je ne peux pas me remettre en doute un truc pareil, hein, il n'y a que des preuves boulot. Ça demande quoi? Ça demande... quand on regarde un processus évolutif, ça ne demande que du hasard. C'est-à-dire, il y a des gènes qui se dupliquent. Les gènes qui se dupliquent, voilà, ils se dupliquent par hasard, parce que une fois, ça vous fait un cancer, alors c'est pas marrant. Une fois, ça vous donne un gène qui ne va pas être utilisé pour ce qu'il devait et qui va évoluer et vous donner une nouvelle fonction. On voit... les trisomiques, c'est des duplications partielles, c'est fort ennuyeux, mais c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Parce qu'ils ont plein de gènes en plus qui peuvent peut-être évoluer. Bon, je ne sais pas si ça se produira, mais en tout cas dans l'évolution, il y a eu plein de trucs comme ça. Chez les vertébrés, il y a eu 2 duplications massives du génome. Et ça encore, c'est du hasard. C'est du hasard. Alors bon, est-ce que... Dieu, il existe sans doute, mais il ne s'occupe pas de ces détails. Ça, c'est clair. Pour un scientifique, c'est clair, il ne s'occupe pas de ces détails. Il s'occupe d'autres choses. Mais bon, c'est mon opinion. Est-ce que ces principes d'évolution, qu'on vient de voir pour les animaux, est-ce qu'on les retrouve un peu comparables chez les plantes et les végétaux? Est-ce que ça fonctionne un peu sur le même modèle, l'évolution des plantes? Non, l'évolution des plantes. L'évolution, c'est l'évolution. C'est-à-dire, l'évolution, pour répondre aussi peut-être à votre question, on dit évolution. L'évolution, c'est rien du tout, ça n'existe pas, l'évolution. Les évolutionnistes, ils travaillent sur un mirage. Qu'est-ce qui existe? C'est que il y a des individus qui ont plus de descendants que les autres. Point final. C'est ça l'évolution. Mais l'évolution, c'est rien, quoi. Parce qu'il y a des individus. Et ben voilà, c'est tout. Et avec ça, on fait l'évolution. C'est le principe fondamental. Il est simple. Voilà. C'est pas une force, l'évolution. Ça n'a rien à voir avec une force physique qui ferait que ça va comme ça. C'est rien du tout. C'est le fait que les cellules ou les animaux, ils se divisent. Il y en a qui se divisent plus rapidement que les autres. Ceux qui se divisent plus rapidement que les autres, eh bien, ils deviennent dominants. Et puis, parmi les plus rapides, il y en a d'autres qui sont plus rapides. Et comment vous êtes plus rapide? Eh bien, c'est tous les facteurs des gènes, des machins, du bricolage génétique qui fait que vous êtes plus rapide, mieux parce que vous êtes bilatérien et donc que vous allez chercher votre nourriture alors que les pauvres choanoflagellés, ils sont là en train de filtrer le milieu à attendre que les bactéries arrivent, mais il y en a d'autres, des protistes qui sécrètent des petites molécules qui vont les chercher, c'est mieux, et ils dominent, et puis voilà, c'est tout, c'est ça l'évolution. Donc c'est pas grand chose, mais chez les plantes il y a tant que ça, évidemment, bien sûr, mais pour revenir à cette conférence, j'ai cherché, par exemple, si l'activation distale, là, le CTCF, qui semble avoir fait exploser l'évolution chez les bilatériens, si ça existait chez les plantes, et si il y avait, ils ne savent pas, ils s'arrachent je ne sais pas si c'est les cheveux ou quoi que ce soit. Pour le moment, on n'a pas la réponse. Et enfin, le CTCF, la molécule extrêmement importante chez les animaux, elle n'existe pas chez les plantes, ça c'est sûr. Est-ce que il y aurait un mécanisme similaire? C'est pas sûr. Et s'ils ne savent pas, à mon avis, c'est que
ça ne fonctionne pas très bien chez les plantes, et c'est pour ça que les plantes sont à tous les coups beaucoup plus simples du point de vue biologique que les animaux. Hein. Ça ne fait pas de doute. C'est très beau, mais c'est beaucoup plus simple, c'est clair. Mais il y a des tas de facteurs de transcription de type OX qui existent aussi chez les plantes. Hein. Il y a des tas de trucs qui existent, mais il n'y a pas eu le petit truc supplémentaire qui fait qu'on a évolué. Et juste une question. Un ordre de grandeur des facteurs de transcription pour que ce sont des mètres, comme celui que vous indiquez. Est-ce que vous combien il y a de mètres par des séries Y c'en est un, ouais. XP2 aussi pour le langage, des choses comme ça. Ouais. Il y en a combien à peu près 100, 200, 300 On va dire ça. Maître gène, c'est un concept. Hein. Alors après, un gène très important pour la formation de gonade, du machin comme ça. Pour l'œil, c'est sans dire, parce qu'il y a un maître gène, mais souvent dans les organes, il y en a plusieurs. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai dit. Mais malgré tout, on peut les isoler. Je ne vous ai pas montré d'image du réseau de régulation tel qu'on l'extrait des cellules maintenant, tel que les machines les extraient des cellules et font des liens entre les différentes protéines, et puis vous avez des réseaux de régulation qui sont très impressionnants et qui sont énormes. Et les maîtres gènes, on les retrouve parce que c'est des points à partir duquel il y a plein de trucs qui divergent, comme ça. Mais pour en connaître le nom, il faudrait avoir ces informations-là sur tous les stades de l'embryon, et ça, je ne sais pas si ça existe. Parce que la drosophile, ils sont en train de faire des trucs comme ça, mais je ne sais pas si ça existe. Mais moi, je ne serais pas étonné qu'il y en ait 200 à peu près. Est-ce qu'il y a encore une question? Si. J'aurais une question que je peux poser. C'est la dernière. Oui, enregistre le volume, le micro. J'aurais juste une question. Dans ce que vous racontez qui est très intéressant, on voit juste la part du hasard de votre combinaison. Où est la pression environnementale là-dedans? Eh bien, c'est justement, il y en a qui ont plus de descendants que les autres, c'est deux. Elle y est cachée. Mais ça fait la somme de tout ce qui est important à un moment donné pour les individus. On ne peut pas savoir ce qui est important vraiment pour les individus. Par contre, le fait d'avoir plus de descendants que d'autres, c'est la réponse. De temps en temps, d'ailleurs, dans les petites populations, ça se fait dans le sens contraire et ça fait de la dégénérescence. Hein. Donc il faut se méfier un petit peu, mais il n'y a pas de force ni rien, c'est juste ça. C'est l'évolution, c'est comme chute, c'est une question de mathématiques primaires. Et on vous remercie beaucoup.